C'est un métier à forte responsabilité, tu viens pour en avoir, tu viens pas pour te cacher. Ah ouais, donc là, il faut sortir les dents, quoi. Là, il faut sortir les crocs. Cet événement-là, je m'en rappellerai, je pense, toute ma vie. J'avais des gens en pleurs sur le desk. Tu te rends compte de à quel point la banque peut être politisée, en fait. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai l'honneur de recevoir Karim. Karim Bellalima, un invité d'exception. Comment ça va, Karim? Ça va très bien, Ziad, et toi? Ça va super. Prêt à te faire une petite partie de poker? Je suis prêt. Tu connais les règles? Parfaitement. Bon, Karim, moi je suis très content de te recevoir pour cet épisode. Donc toi, tu as été en finance de marché. C'est un peu comme ça qu'on s'est connus. On ne s'est pas connus sur un trading floor, on s'est connus après. Et donc je trouve ton parcours super intéressant puisque tu as été comme moi à Hong Kong. Et ma première question, c'est qu'est-ce que tu en as pensé d'Hong Kong? Ouais, alors déjà, merci de m'inviter. Hong Kong, ça a été une super expérience parce que c'était le début de ma carrière. Donc en fait, c'est là où j'ai vraiment mis un pied en finance de marché. Je travaillais à la Société Générale, j'y ai passé 10 ans et c'est là où toute la majeure partie de ma carrière s'est développée en réalité. Donc j'ai adoré ce que ça m'a offert d'un point de vue professionnel et puis aussi d'un point de vue personnel, vu que j'ai rencontré ma femme, j'ai eu mes filles là-bas. Donc c'était une aventure très complète Hong Kong, on va dire. Ok, et c'est marrant que tu me dis ça. Tu as rencontré ta femme là-bas, c'était une expat aussi, vous vous êtes rencontrés là-bas? Ouais, exactement. Elle était à la chambre de commerce française de Hong Kong. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça. Et puis, ça matchait très vite. Et puis j'ai intégré son cercle parce qu'elle était déjà là-bas sur place. Donc en fait, j'ai commencé à rencontrer ses potes. Donc tu as rencontré ta femme et des amis à travers elle. Voilà, exactement, c'était complet, c'est ça. C'est le top. Et donc toi, quand tu arrives à Hong Kong, pour donner un peu plus de contexte, tu as commencé ta carrière là-bas. Souvent, moi, la question qu'on pose, c'est comment on finit à Hong Kong? Alors moi, je suis diplômé d'école d'ingénieur 2008, diplômé de l'ESSEC 2009, plein subprime. Okay. Mon rêve, c'était d'aller à New York, aux États-Unis, en trading. Et en fait, pour la petite histoire, j'étais en stage à Paris à la Société Générale sur un desk de trading haute fréquence. La banque a envoyé mon CV à Hong Kong. Moi, en parallèle, je passais des entretiens pour le Crédit Agricole à New York. Okay. J'ai eu les deux postes et mon rêve était d'aller à New York. Et en moins de 24 heures, j'ai eu des mecs un peu seniors dans le marché au téléphone qui m'ont dit « Écoute, là, c'est les subprimes New York, c'est galère, tu n'auras pas d'opportunité professionnelle après, tu risques de te retrouver bloqué, renvoyé en France. » dit va à Hong Kong. Et moi, je connaissais pas Hong Kong. Comme tu dis, c'est loin Hong Kong. C'est loin, c'est très loin. C'est loin, c'est une culture différente. Je sais même pas quoi. Je savais même pas où c'était. Je croyais que c'était équidistant. Je croyais que Paris-New York et Paris-Hong Kong, c'était la même chose. Mais pareil, moi je pensais que c'était la même chose. 6 heures décalage horaire. Donc moi, j'ai pas fait le calcul des miles, etc. Ouais. J'ai dit c'est la même chose. Et donc, j'ai dit oui sans savoir où c'était. Jusqu'au moment où on m'a dit ouais, c'est 12-13 heures de vol pour y aller. Et là, j'ai dit ah ouais, non, c'est pas New York. New York, c'est 6-7 heures. Ça n'a rien à voir quand même, c'est le double. Ouais. Et donc voilà un peu l'idée, c'est... Donc alors, tu me dis que tu arrives à Hong Kong, donc globalement, en fait, on partage le même sentiment, on aime bien cette ville. Ouais. Donc, contrairement en vrai, à toi... super flippé. Contrairement à toi, j'arrive là-bas, je connais personne. Je me dis, mon rêve c'était New York et je vais pas te cacher, j'ai pris une carte de Hong Kong, j'ai pris la Société Générale, j'ai tracé un carré autour, il y avait moins de 3 minutes à pied. J'étais voir un agent IMO, je lui ai dit, faut que tu me trouves un appart là-dedans. Je dis, le temps que ma peur redescende un peu. Donc en vrai, je suis arrivé là-bas, content de l'opportunité, mais je me suis dit je vais charbonner, je vais faire que bosser et advienne que pourra. Et tu faisais quoi à la Société Générale alors? J'étais sur un desk de single stock vol. D'accord. Voilà, avec un mec qui s'appelle Baptiste Poupard, que je remercie d'ailleurs de m'avoir donné cette opportunité. Ok. Et avec qui j'ai beaucoup appris. Voilà. Donc j'ai fait de la vol, single stock avec lui, j'étais son assistant. Et ça a duré à peu près 1 an et demi, 2 ans avant que je sois embauché de manière permanente, parce que j'étais en VIE. D'accord. Et là, quand j'étais embauché de manière permanente, je suis passé sur ce qu'on appelle le Delta One. Voilà. Delta One. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est le Delta One? Ouais, le Delta One, c'est en fait... Et ne fais pas la technique de c'est tous les produits avec un delta égal à 1. Non, le Delta One, le principe de base, c'est que si tu veux investir dans des indices boursiers type CAC 40, S&P, qui sont censés être les meilleurs représentateurs d'un secteur d'activité ou même de l'économie d'un pays, le CAC 40, c'est les 40 plus grandes entreprises françaises. Okay. Si toi, Zia, tu veux investir dans le CAC 40, tu vas probablement aller acheter un produit qui te donne une exposition à ça. Donc un ETF, c'est un bon exemple. Tu vas acheter un ETF à travers ton compte bancaire ou une plateforme de trading et du coup, tu vas donner de l'argent à cette tierce personne. Et cette personne, en fait, elle ne gère pas l'argent, elle ne va pas aller acheter les 40 entreprises françaises. Donc en fait, ce que fait cet intermédiaire, c'est qu'il va voir les banques, dont les desks Delta One, et leur dit écoutez, moi j'ai un client, il a investi 1 000 € dans le CAC 40, tenez ces 1 000 €,
allez-vous acheter les entreprises françaises dans les bonnes proportions, avec les bons poids, pour qu'on puisse donner la performance à ce client final. Donc le principe de base du Delta One, c'est vraiment qu'on réplique l'indice, on réplique un indice de performance qui donne une exposition à un marché donné. Au poker, ce qui fait la différence, ce n'est pas un coup spectaculaire, c'est la gestion. Savoir quand économiser ses jetons et quand les faire tourner intelligemment. Et pour nos finances, c'est exactement pareil. On a besoin d'un compte simple, sans frais inutiles, qui ne grignote pas notre argent tous les mois. Et en même temps, on veut que notre argent ne reste pas immobile. On veut qu'il travaille pour nous. Un équilibre assez compliqué à trouver. Personnellement, j'ai trouvé cet équilibre chez Trade Republic. Le compte courant est gratuit, sans frais d'ouverture ni de tenue de compte. Et surtout, l'argent qui reste sur le compte est rémunéré avec des intérêts versés automatiquement chaque mois. Mais la vie, ce n'est pas que de l'optimisation, c'est aussi des dépenses. Se faire plaisir, payer un resto, un café ou bien une sortie entre amis. Et même là-dessus, Trade Republic nous propose de transformer l'habitude en opportunité. À chaque paiement par carte, 1% net de la dépense vous est automatiquement reversé et investi dans un plan d'épargne de votre choix grâce au SafeBack, et cela jusqu'à 1 500 € de dépenses par mois. Vous dépensez comme d'habitude et votre argent continue de travailler en arrière-plan. Tout est automatique, clair et visible dans l'application. Une manière simple d'avancer financièrement sans changer votre mode de vie. Alors si vous n'avez pas encore de compte Trade Republic, je vous invite à en ouvrir un avec le lien en description ou bien avec le QR code affiché à l'écran. Question toute simple. Comment tu génères de l'argent? Juste là, tu viens de folder une main, j'avais As-Dame, juste que tu saches. Ah ouais? Voilà. Tu dois être deg. Je suis dégoûté. Ok. Donc, vas-y, je te laisse relancer. Ouais, on va mettre 12. Ok, on va mettre 55. Ok. I call. Oh welcome. Nice to meet Je pense que c'est le premier flop là. My name is Karim. Là, c'est le premier flop qu'on va découvrir ensemble. Ouais. Écoute, j'avais une question toute simple. Comment on fait de l'argent sur ce genre de desk? Alors moi, je vais me charger de montrer à ceux qui nous regardent comment on fait de l'argent sur cette main. Ouais. Et toi, tu vas m'expliquer comment on fait de l'argent sur un desk de trading Delta One. Ok? Ouais. Pour faire de l'argent sur un desk de trading Delta One, il y a plusieurs méthodes. La première, c'est déjà ce fameux client qui t'a donné 1000 €. Tu vas lui prendre peut-être 1 €. Tu vas le mettre dans ta poche et tu vas garder cette commission. Donc c'est à travers un business de commission. Voilà. Okay. Ça c'est le premier la méthode step de base. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avec ces actions que tu as achetées du CAC 40, tu vas essayer de maximiser l'argent que tu peux générer avec. Donc par exemple, tu vas prendre des paris sur les dividendes que l'action que les actions vont payer, vont te verser ou non. Donc en prenant des paris sur les dividendes, tu peux augmenter le gain que tu fais. Tu peux aussi prendre ces actions et aller les prêter à d'autres banques qui en ont besoin potentiellement pour les vendre. Ça, c'est le repo. Ça, c'est le repo. Ce qu'on appelle le repo. Tu as tout compris, c'est le repo. Donc ça, c'est un autre moyen, les dividendes, les repos. Et en fait, en optimisant ces deux paramètres de trading, normalement, tu arrives à générer ce qu'on appelle de l'alpha, c'est-à-dire de l'argent en plus que de l'argent qui vient des commissions et des commissions, notamment des clients de la banque. Voilà. Ok, très bien. On dit souvent que le business Delta One, c'est pas un business cyclique. C'est un business où les personnes investissent constamment et donc tu es un peu sécurisé d'avoir tout le temps du business qui entre dans la banque, en fonction de la banque dans laquelle tu es, bien évidemment, contrairement par exemple à un business exo. Est-ce que tu confirmes ça? Donc business exo, pour rappeler, c'est les business lorsque la banque vend un produit structuré et qu'elle doit se couvrir sur ce produit structuré-là. Est-ce que tu confirmes ce qu'on dit sur ça? Alors écoute, vraiment pour moi, et ça honnêtement je ne l'ai pas compris avant de devenir trader Delta One, mais par contre j'ai suivi des conseils qu'on m'a donnés à l'époque et on m'avait dit, en fait, si tu dois comparer un business de trader exo ou de trader volatilité avec un trader Delta One, je pense que dans l'esprit, c'est la majeure information à comprendre, c'est que tu vas traiter des très gros volumes et tu vas faire des très petites marges. Et que pour ça demande en fait d'avoir une sensibilité à des paramètres qui sont un peu différents. Disons qu'un trader exo ou un trader vol, il va avoir beaucoup de sensibilité aux paramètres de marché, donc un risque de marché très très fort. Tandis qu'un trader Delta One, il va avoir un risque de marché, on va dire, plus bas, mais un risque opérationnel beaucoup plus gros. Donc en fait, le bon trader Delta One, on va dire, c'est un mec qui est hyper rigoureux parce que quelques bips peuvent faire tout changer, quoi. Tout changer, peuvent faire passer un trade d'un trade profitable à un trade perdant. Et donc du coup, en fait, l'idée du trader Delta One, c'est un peu comme de la Formule 1. Tu vois, il faut être hyper précis sur chaque paramètre et en fait tu vas traiter des grosses tailles, donc tu dois être côté IT, système d'information, hyper carré pour que quand tu dois envoyer 100 millions ou 200 millions ou 1 milliard au close sur des actions du CAC 40,
bah, y a exactement les bonnes tailles qui passent à la virgule près, qui soient exécutées au bon moment pour donner l'exposition au client. Donc en fait, tu as une marge d'erreur très faible parce que tu as des marges très faibles. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un esprit avec un curseur. Un trader vol, c'est risque de marché. Les paramètres bougent, il gagne ou il perd de l'argent très vite. Un trader Delta One, c'est risque opérationnel. Son plus gros risque, c'est vraiment de ne pas avoir les systèmes qui lui permettent d'être efficient dans ses pricing, ses exécutions, etc. Très clair, Voilà. très clair. Écoute, on n'a toujours pas fini cette main. Et c'était à moi de parler et tu m'as porté en fait avec ces explications. Donc écoute, je vais faire un peu plus cher. Je vais partir sur 125. Tu calcules? T'as tiré, toi? Allez, vas-y, 125 payé. Ok, donc cette main, elle est belle. Hein. Donc cette main, elle termine le jeu, en fait. Elle termine le jeu, exactement. Fais voir ce qu'on sort là, le 5. Donc 6-8, ça fait quinte. Ouais. 6-8, ça fait quinte. Bah écoute, moi je vais partir sur le nom de l'émission. Ouais. All in. I call. Ça veut dire j'y vais, quoi. Ouais. J'ai compris. Vas-y, fais voir, j'ai payé. Monte ta main, t'as intérêt à être solide. Ah ouais, t'as double paire? Fais voir. J'ai le valet. Ouais, paire de 7. T'as le brelan. Aïe. Bien joué. Ah, t'as bien joué la comédie, hein. C'est pas mal, non? Ah ouais, t'as bien joué la comédie. Studio. Ouais, acteur studio, vraiment bien joué. Bon, bah écoute, tu m'as eu là avec ton brelan de 7. T'étais bien caché. Delta One, exotique. Ouais, non, t'étais bien caché. Donc tu me dis que trader Delta One, t'as fait ça pendant 10 ans, c'est ça? Ouais, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et en toi 2016, je suis parti à New York. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. En fait, j'allais justement y venir. Toi qui rêvais d'aller à New York, t'as fini par y aller finalement. Ouais, j'ai fini par y aller. Et mais par contre, pas dans la même banque. Ouais, en 2016, je suis parti de la Société Générale. J'étais embauché par Citi. Par Citi. Citibank, Okay. Citigroup, qui est une banque globale. Et j'ai été embauché pour développer les marchés développés asiatiques en Delta One chez eux. Ils avaient un desk qui était plus fort sur les émergents. Et du coup, j'étais là-bas, j'ai développé le desk, j'étais bien accompagné, ça s'est assez bien passé. Et donc, j'avais une petite équipe qui me reportait. Et puis, du coup, vu que ça avait bien marché, la version courte, c'est qu'ils m'ont proposé une opportunité à New York. Et du coup, je suis parti en août 2019 de Hong Kong. C'est un gros risque ça, de tout quitter. En plus, t'avais fait quasi 10 ans à Hong Kong. De tout quitter comme ça, t'avais besoin de renouveau, c'est ça? Ouais, bah justement, j'avais fait 10 ans, c'était une page. J'avais dit à ma femme que ça serait cool si en 2019 on arrivait à partir de Hong Kong. Donc elle avait aussi cherché des opportunités. Pour être honnête, elle en avait trouvé une, mais à Paris. J'en ai parlé à mon boss. Il m'a dit, écoute, à Paris, il n'y a rien. À New York, il y a quelque chose, tu veux aller voir? Je suis été voir, j'ai passé les entretiens, ça s'est bien passé. Et du coup, c'est comme ça qu'on est atterri là-bas. Alors, c'était risqué parce qu'on avait surtout 2 enfants en bas âge, qu'elle avait une très belle carrière à Hong Kong et qu'elle lâchait un peu son poste et ses responsabilités. Donc, elle a démissionné. Elle a dit non à la boîte qui l'embauchait. Elle a démissionné et elle m'a suivi. Voilà, donc solide. Solide. Comme toi qui aimes ce mot. Très solide. Non, franchement, ok. Et elle s'est super bien débrouillée. Elle est devenue CEO de Jacadi, Amérique du Nord, quand elle est arrivée à New York. Donc ça s'est bien passé. Mais effectivement, c'est un gros déménagement. La finance de marché à New York, bah, c'est un peu la Mecque. C'est Wall Street. Ouais. Tu vois, donc tu arrives, c'est politique aussi. Très politique. Moi, banque américaine à New York. Tu faisais plus de trading, non? C'était le monde des bisounours en fait à Hong Kong à côté, tu vois. Tu te rends compte de à quel point la banque peut être politisée en fait? La banque est politisée, que les tailles sont monstrueuses, que les clients traitent des nominaux que j'avais jamais vus avant, parce que le Japon, ça a beau être un gros marché, mais le S&P, c'est genre monstrueux. Donc en fait, je me retrouve avec des grosses responsabilités, avec un desk qui va pas très bien. Et voilà, du coup... Alors juste pour expliquer, qu'est-ce que ça veut dire être dans une banque où c'est politisé? Bah, ça veut dire que, en fait, un truc bête, j'arrive sur un poste avec normalement un périmètre prédéfini. Et puis quand j'arrive, il y a un mec, on me dit, il y a un mec qui a été embauché. Il ne couvre pas exactement le même périmètre que toi, mais vous allez bien vous entendre. Tiens, bon, ok, qui c'est? On me dit, c'est ce mec-là, etc. Et puis... au final, première réunion avec lui, il me dit « Bon, alors moi, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. » Je dis « Bah, je comprends pas, en fait. Il y a une partie de ce que tu fais, toi, qui est en fait censé être sous moi. Donc,
Et là, tu te retrouves à négocier avec un mec, avec un boss au-dessus qui te connaît moyennement, lui, parce qu'il t'a embauché, mais il t'a embauché parce que tu as été recommandé par le mec de Hong Kong. Sauf que ce mec qui l'a ramené, c'est un mec qui bossait pour lui. Donc je me retrouve dans un univers politique, en fait. Il faut que j'arrive à convaincre et à jouer avec les forces que j'ai à ce moment-là. En fait, c'est à ce pour moment-là protéger où tu vois... mon book, Ok. pour protéger mes équipes, parce que qui dit book dit équipe, dit taille de PNL. Donc en fait, tu te retrouves à plus être impliqué que dans le trading, en fait. C'est pas est-ce que tu es bon à lire les paramètres, à faire les bons paris. C'est comment tu arrives à faire en sorte déjà de protéger le périmètre pour que tu sois déjà aux manettes de quelque chose qui fonctionne, tu vois. Ah ouais, donc là, il faut sortir les C'est dents. autre chose, là. Il faut sortir les crocs. Faut comprendre, il faut être fin psychologue, il faut réussir à comprendre les enjeux, il faut comprendre est-ce que tu es en temps fort ou en temps faible, est-ce qu'il faut que tu baisses la tête parce que tu n'as pas le support politique encore au-dessus qui fait que tu peux te placer, il faut te faire les bons alliés dans la banque pour réussir à récupérer petit à petit des périmètres. Alors ça prend du temps. Et là, donc le trading, on oublie là. Voilà, alors l'avantage, c'est que là, je gère une équipe. J'ai 3-4 traders au début quand j'arrive. Donc, c'est eux vraiment qui ont les mains dans le cambouis de traiter tous les jours, de parler aux clients, de parler aux vendeurs. Moi, j'ai la stratégie à mettre en place, déjà, dans un premier temps. Et puis, réussir à comprendre comment je vais pouvoir me placer en interne pour récupérer les responsabilités qu'on m'avait déjà données au départ. Oui, parce qu'il faut expliquer que tu fais pas tout ça parce que, entre guillemets, t'aimes plus travailler. C'est aussi directement dépendant de ton PNL à la fin que tu génères. C'est dépendant de ton PNL, puis ça a un impact sur tes équipes. Tes traders, ils t'attendent. Tes traders, ils veulent avoir des responsabilités de trading. Comment dire ? C'est un métier à forte responsabilité, tu viens pour en avoir, tu viens pas pour te cacher. C'est pas la planque, tu viens pas à la poste. Quand tu viens sur un desk de trading, tu veux des responsabilités, tu veux du PNL, tu veux performer, tu veux montrer qu'on t'a mis là pour des bonnes raisons, tu veux montrer que ce que tu as déjà produit ou créé en Asie, tu peux le recréer ici. Donc si tu te retrouves avec un tout petit champ d'action, tu vas être frustré, tu vas frustrer tout le monde autour de toi et puis toi tu vas t'ennuyer, quoi, tu vois. Ouais. Donc c'est pas terrible. C'est pas le bon scénario. Ok. Donc merci Karim pour tout ce parcours, ce brillant parcours. Donc trader Delta One, Head of Trader Delta One à Citi à New York. C'est quand même un poste avec beaucoup de responsabilités. On comprend donc à un moment, c'était vraiment très politique. On va faire une petite pause et je vais te demander de me raconter une anecdote. Donc le fameux Bluff Me If You Can, histoire que je puisse me faire 50 € parce que je gagne aucune main là depuis un moment. Écoute, en fait, le truc de fou, c'est j'arrive à New York et puis il s'avère que, voilà, comme je t'explique, tout est grand là-bas. En fait, la finance de marché, c'est un truc de fou. Et en fait, on m'emmène en soirée et je me retrouve dans une boîte de nuit à New York. Et en fait, je voudrais donc la soirée avec les brokers, voilà, sympathique, et on passe des bons moments. Et puis en fait, je me retrouve dans une boîte et sur la scène, il s'avère qu'il y a des gens qui sont en train de faire des choses pas très exposables en public normalement. Ok. Et donc en fait, je me retrouve dans cette soirée folle et tout. Et là, vraiment, en ressortant de cette soirée, je me dis vraiment comment on peut être dans cette ville-là avec en plus des gens qui travaillent dans la finance, exposer comme ça des choses dans une boîte qui s'appelle The Box d'ailleurs. Qui est connue, non ? Qui est connue, ouais. Très connue, ouais, j'ai entendu parler de The Box alors que je ne suis jamais allé à... Et du coup, voilà, la première impression, c'est quasiment, je crois, la deuxième semaine où j'arrive à New York. Et là, je me dis, mais dans quel monde j'atterris, quoi ? C'est vraiment un autre monde financièrement, mais aussi en termes voilà, tu vois, de vices, etc. Et je me trouve exposé à ça et je trouve ça vraiment... je me demande dans quel monde je viens d'atterrir parce qu'à Hong Kong, c'était vraiment, comme je te disais, un peu le monde des bisounours à côté de ça. Donc tu vois, la partie politique en finance, mais aussi la partie en dehors de la finance. Bon, bah écoute, moi je dirais que c'est faux. C'est faux ? Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est faux ? Bah, ton anecdote, elle est fausse. Okay, mon anecdote est fausse, effectivement. Donc là, je te dois 50 balles. Ouais, exactement. Tiens, bien joué, bien ouais. Tu as plusieurs années d'expérience, donc 15 ans d'expérience. Ça a été quoi, si tu devais nous donner la journée la plus dingue que tu as vécue sur un desk ? Voilà, c'est marrant que tu poses cette question parce que c'est le truc que tu te rappelles toujours, en fait. Pour moi, c'est facile. Alors, je ne me rappelle pas exactement de la date, mais c'était en mars et c'est Fukushima. Je ne sais pas si tu te rappelles de cet événement. J'étais jeune, mais je me rappelle. Ouais. Tsunami, Japon. Et surtout, tu couvrais le Japon à ce moment-là. Voilà, je couvrais le Japon. J'étais junior et mon boss était marié à une japonaise d'ailleurs. Et là, je vois les marchés. Je crois que le Nikkei, ce jour-là, il perd 17%. 17% en une journée de trading.
En gros, la centrale nucléaire, on ne sait pas si elle va exploser. Cet événement-là, je m'en rappellerai, je pense, toute ma vie. J'avais des gens en pleurs sur le desk. Hein. Il y avait des gens en pleurs pour des familles, parce qu'il y avait aussi la Société Générale. Il faut savoir qu'elle avait rapatrié pas mal de gens de Tokyo. Il y a plein de gens qui ont été rapatriés. D'ailleurs, à la suite de ça, il y a plein d'expats qui ont bougé du Japon à Hong Kong, donc ça a eu des conséquences monstrueuses, mais surtout là où c'était impressionnant, c'est les marchés. C'est que ces fameux scénarios qu'on appelle les tail risk, c'est les scénarios des événements extrêmes qui n'arrivent jamais, bah là ils arrivent. Il y en a un qui est arrivé, ouais. Ah là il y en a un qui est arrivé et t'es jamais préparé à ça en fait, tu vois. Et cette journée-là, je pense que je me rappellerai toute ma vie. La réaction humaine, la peur, j'ai vu la peur dans le regard des gens, j'ai vu des pleurs sur un desk de trading, chose que tu t'attends pas vraiment à voir. Et puis surtout, j'ai compris que ces fameux événements extrêmes, ils n'étaient pas là pour rien. Tous ces scénarios qu'on te fait tourner, qu'on te dit si le marché fait moins 15%, tu dis ça arrive une fois tous les 5-10 ans. Ouais, mais ça arrive en fait. Et quand ça arrive, faut être prêt. Parce qu'il faut traiter, il faut continuer, le marché continue. Ça tourne encore en fait. Ça tourne encore, l'activité tourne encore. Donc il y avait le Japon, mais il y avait tous les autres pays asiatiques. Puis après, voilà. Donc c'était vraiment le fait de garder son sang-froid dans la panique et la crise totale, quoi, tu vois. Et où même des fois, des mecs plus seniors que toi perdent leurs moyens parce que ils ont peut-être pas vu et ou vécu des événements aussi extrêmes. Donc ça, c'était très marquant. Oui, donc c'est assez impressionnant en effet, et je pense que toute la difficulté est justement dans le fait de continuer en fait, pas comme si de rien n'était, mais de continuer à faire avec, quoi. Ouais, de continuer à garder la tête froide, de pas laisser tes émotions prendre des décisions de trading, de pas faire d'erreurs, de garder vraiment le côté je suis un professionnel, je suis là pour taffer. Et il ne faut pas que je mette de l'humain dans les décisions d'aujourd'hui. Et franchement, c'est pas simple parce qu'on est tous humains, tu vois. Ouais. On est tous impactés par déjà voir des gens en pleurs sur un desk de trading, c'est pas quelque chose. Je pense que ça m'est probablement peut-être jamais réarrivé, tu vois. C'était once in a lifetime, tu vois. Et c'était ce jour-là. Donc ouais, je m'en rappelle. Et ce qui est le plus fou, et ce que je pense l'imaginaire collectif n'arrive pas à comprendre, c'est que dans ces scénarios-là, parfois, tu as la banque qui justement peut faire de l'argent sur ce genre d'événement. Ah ouais, complètement. Et justement, on a beaucoup mis, si tu veux, en perspective justement les attentats du 11 septembre, où en fait tu vois des traders qui se réjouissent de ce qui se passe par rapport à cet événement qui est là aussi encore une tale, tu vois, complète. Et c'est, je pense, c'est mon avis personnel, ce qui vient en fait un peu diaboliser la finance dans l'imaginaire collectif des personnes. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, bah alors, en fait, c'est toujours pareil. Si tu as couvert tes risques, que ça se passe, en fait, il faut prendre ça non pas comme un manque de sensibilité, mais plus comme une confirmation que la décision de travail que tu avais prise a été bonne. Tu vois, donc en fait, il y a de l'ambivalence dans toute réaction humaine. Je pense que c'est le cas un peu partout. Tu vois, on est tous à la fois sensibles à des événements qui touchent autrui et en même temps content d'avoir pris, de bien avoir fait son travail, tu vois. C'est un peu ça l'idée. Ok, bah ça c'est une sacrée journée. Je pense que tu ressors pas pareil, quoi. Je t'en rappelle longtemps. Tu ressors différemment de cette expérience. Ouais. Bah, écoute, ça va être notre dernière main, mon cher Karim. Super. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette partie. Et pour la dernière main, je vais te poser la question que je pose tout le temps à la fin de cette émission, c'est quel a été ton plus gros all-in ? Ah ouais, bonne question. Mon plus gros all-in, c'est très simple. C'est qu'en fait, en 2022, j'ai fait un changement de carrière. Et en fait, j'ai quitté le trading pour devenir entrepreneur et business coach. Et en fait, aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs et j'accompagne des professionnels de la finance pour soit qui négocient leur salaire, leur bonus ou leur promotion. Mais ça, c'est super smart parce que tu es passé par là en plus. Voilà, je suis passé par là. Soit des entrepreneurs sur des problématiques de croissance. J'ai lancé ce business quand j'étais à New York. Et du coup, le plus gros all-in que j'ai fait, c'est malgré le fait d'être marié, 3 enfants, une situation hyper stable en banque, de prendre ce fameux risque et confortable, de prendre ce risque d'aller créer ma propre aventure professionnelle et de gagner avant tout en liberté. Voilà. Alors au début, c'est sûr que financièrement, c'était pas le meilleur pari au tout départ, mais que en fait, quand tu crois dans ce que tu fais, je pense qu'à la fin, tu arrives à vraiment faire ton trou et je le fais vraiment avec passion, tourner vers les autres. Donc le plus gros all-in, c'est ce changement de carrière. Voilà. C'est ce changement de carrière-là que tu considères comme étant le plus gros all-in. Moi, je suis assez d'accord avec toi. À moindre mesure, parce que moi, je quittais pas du tout une situation aussi confortable que la tienne, j'imagine.
Mais je suis assez d'accord. Et moi, ce qui me... Et je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue tous les deux, où en fait, tu m'expliquais ton job pour la première fois, et moi, je te dis au téléphone, mais c'est comme dans Billions, la meuf là. Wendy. C'est ça. T'es Wendy en moins sexy, en fait. C'est ça, exactement. C'est ce que je dis tout le temps à mes clients. Je suis Wendy en moins sexy. Par contre, je connais bien la finance de marché. Ouais, plus que Wendy, du coup. Probablement plus que Wendy. Et donc, non, moi, ce qui m'a étonné, c'est comment, en fait, tu arrives à devenir business coach. En fait, comment ça germe dans ton esprit de te dire que tu es en train justement de lutter pour récupérer tel périmètre, pour pas te faire écraser par l'autre qui veut te dire non mais en fait ce périmètre-là c'est le mien. En même temps tu dois gérer les problèmes internes dans ton équipe et en même temps tu te dis je vais faire je vais devenir coach en vie professionnelle. Ouais. Du coup, moi, j'aimerais bien savoir en fait, comment tu arrives à ça. Je vais faire la version très courte, mais en gros, en 2015, j'allais pas très bien à la Société Générale et j'ai fait pas un burn-out, mais disons mini-dépression. J'ai commencé à avoir une psy et j'ai beaucoup aimé la psychothérapie. Donc ça, c'est le premier pied vers la direction, mais je savais pas du tout le mot coach, je savais même pas ce que ça voulait dire à l'époque. Après, ensuite, en 2021, donc 2 ans ou 3 ans après être arrivé à New York, je me retrouve dans pas mal de problèmes compliance, legal, très politiques, c'est ce que je te disais tout à l'heure. La conséquence de tout ça, en fait, c'est que c'est beaucoup de galères à gérer et tu fais beaucoup moins de trading, donc ça me passionne de moins en moins. Je me retrouve à me poser des questions et en fait, en me posant des questions, je fais une formation. Okay. Et cette école, en fait, quand je la commence, je reste en poste. Et en fait, ma transition, elle a duré presque 2 ans. Donc, entre le moment où je fais l'école et le moment où je deviens vraiment entrepreneur, il y a 2 ans qui s'écoulent. Je fais une école, je suis certifié, je me forme, je commence à montrer aux gens. Puis quand je montre aux gens, ils aiment bien, ils me disent combien je peux te payer pour travailler avec toi. Et en fait, quand les gens ils aiment bien, c'est que t'es plus tout seul dans ta tête. C'est pas un hobby, quoi, tu vois. C'est pas j'aime bien ce truc-là, c'est un bon délire. Non, en fait, maintenant les gens ils aiment, et ils sont prêts à te payer pour ça. Donc t'as un business. Et donc en fait, c'est ça qui m'aide à prendre la décision, c'est que je sais que j'ai une passion, je sais que je vais gagner de la liberté, et puis en plus je comprends que je vais gagner ma vie avec. Donc c'est pas juste un hobby, tu vas faire sur le côté, gratter, tu vas faire de la musique ou quoi. C'est vraiment un taf. Et donc du coup, là t'as les ingrédients pour aller vraiment vers l'après. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même un côté all-in parce que tu dois lâcher, tu dois lâcher un confort. Et c'est ça qui fait que ça dure 2 ans. Moi, alors, tu vois l'image, rien que dire que je suis coach, je pense que ça m'a pris plus d'1 an de travail. Bah ouais, tu passes de trader à... je passais de trader à coach, donc tu imagines. Ouais, surtout l'ego en fait, et surtout l'image des coachs aujourd'hui. Tu sais, les coachs bullshit, il y a des coachs partout. Des coachs en tout. Des coachs en tout. Ouais. T'as des coachs de coach. Ouais, des coachs de coach. Alors, je coach des coachs d'ailleurs. Je fais partie de ce délire là de coach de coach. C'est pas mal. Ok, non mais c'est pas mal. Ils sont convaincus eux du produit, donc du coup c'est un bon business, tu vois. Non mais c'est clair. Et puis ils voient que t'es passé par certaines étapes. Et aujourd'hui tu disais ton plus gros segment c'est les professionnels en finance et les entrepreneurs qui cherchent la croissance. Aujourd'hui concrètement, si on veut par exemple avoir plus de renseignements avec toi, comment on fait? On prend un rendez-vous, comment ça se passe? On prend un rendez-vous? Ouais, alors j'ai un site moksapartners.com, moksapartners.com. Sinon le mieux c'est sur LinkedIn en fait, Karim Bellalima. Tu me trouves sur LinkedIn et le mieux tu m'écris un message. Au pire on mettra ton lien en description. Aujourd'hui je travaille avec des coachs, avec d'autres coachs, donc en fonction des disponibilités, soit c'est moi, soit c'est quelqu'un d'autre, mais j'ai vocation à aider les gens et ce métier je le fais avec beaucoup de passion, donc je trouve toujours un moyen d'aider les gens et de leur trouver des solutions. De toute façon, je te rejoins. Je t'interromps, mais je te rejoins totalement sur le fait que, en fait, on ne peut pas faire ce métier si on n'est pas passionné. On ne peut pas quitter une situation aussi confortable que celle dans laquelle tu étais pour juste... si tu fais ça, c'est que tu es passionné. Ok, bah écoute, on arrive à la fin de cette partie, donc il manque la turn et la river. Moi, je t'avoue que la turn et la river ne changeront rien à mon jeu. Ok, donc 30, je vais mettre 37. Fais payer. C'est la dernière main. Ouais, c'est la dernière main. Je suis pas sûr. Check. On va pas checker sur la dernière main. On va mettre... Bon, alors je vais mettre 150. Fold. Ok. Je vais voir. Non, c'était un bluff, il n'y avait rien. Ouais, t'avais l'auteur. Non, en vrai, t'avais l'auteur. J'avais la hauteur, je gagnais quand même. Bon, ça allait. Karim, on arrive à la fin de cette partie. Comme à chaque fois, je vais te demander pour quelle association t'as voulu jouer, t'as voulu représenter. Donc, je te laisse m'en dire un petit peu plus. Alors déjà, encore merci pour cette invitation. J'ai adoré cette partie de poker. C'est pas facile de répondre à des questions en même temps que de jouer, mais c'était hyper sympa. L'association, c'est SEO London. En fait, ça soutient des enfants à Londres qui sont un peu en situation défavorable pour les études, etc. Et en fait, moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. À l'époque, ça n'existait pas
trop les bourses, etc. Ou sinon, on n'y avait souvent pas accès. On était juste au palier où il fallait pas être. Et du coup, ça me fait plaisir de soutenir cette association et puis du coup, d'avoir récupéré cette somme pour les aider à développer et à offrir plein de belles choses aux enfants. Bah écoute, merci Karim. En tout cas, on est très content de contribuer justement au projet SEO London, que aussi je supporte et que je représente. Donc merci beaucoup Karim et je te dis à la prochaine. À la prochaine, salut Ziad. Encore merci à Trade Republic d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous n'avez pas encore de compte Trade Republic, je vous invite à en ouvrir un via le QR code affiché ou via le lien en description. Vous profiterez également d'une offre exclusive à l'ouverture de votre compte, 20 € offerts sous forme d'ETF. Merci d'avoir visionné cet épisode et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de All In.